bonsoir à tous, bienvenue dans ce JT du vendredi 17 juillet 2020. Toutes les heures à partir de 18h, l'essentiel de l'actualité du Grand Grenoble en moins de 10 minutes. Et à l'heure où nous enregistrons ce JT, nous ne savons toujours pas qui est le nouveau président de Grenoble-Alpes Métropole. Réunis depuis le début de l'après-midi à Alpexpo, les 119 conseillers métropolitains, dont 71 nouveaux élus, ne sont toujours pas parvenus à départager le président sortant et maire de Pont-de-Claix, Christophe Ferrari, et Yann Mongaburu, élu à la ville de Grenoble. Deux candidats de gauche donc, mais d'approche et de tendances différentes. Le troisième candidat qui n'a aucune chance d'être élu, c'est Dominique Escaron, maire du Sapé pour la droite et le centre. Depuis le deuxième tour des municipales, le 28 juin, les tractations vont bon train, mais visiblement sans succès. Lors du premier tour de ces élections, Yann Mongaburu avait obtenu 52 voix, Christophe Ferrari 51 voix et Dominique Escaron 16 voix. Une longue suspension de séance a suivi. Un deuxième tour vient d'avoir lieu et on va retrouver justement Lina Badreddine aux côtés de Lilian Veillé pour nous donner les résultats de ce deuxième tour. Et justement, après ce deuxième tour, très peu de changements, une voix seulement pour Yann Mongaburu. En plus, il est à 53 voix cette fois-ci, contre Christophe Ferrari qui est cette fois-ci à 51 voix. Donc c'est 2 de moins que Yann Mongaburu et toujours derrière Dominique Escaron avec 15 voix, une voix de moins qu'au premier tour. Mais ça ne veut pas dire que c'est un candidat qui avait voté au premier tour pour Dominique Escaron qui a cette fois-ci voté pour Yann Mongaburu. On ne sait pas ce qui s'est passé. Après cette longue suspension de séance, il y a eu la reprise de la séance, toujours menée par le doyen Georges Oudjaoudi, élu à Saint-Martin-d'Air. Et plusieurs conseillers métropolitains ont pris la parole juste avant le vote. Oui, alors il y a Céline Delattre qui a pris la parole avec Renzo Suivi. On a fini par Laurent Taubis. Ils ont pris la parole justement pour déplorer finalement une désunion de la gauche avec le maintien de Christophe Ferrari pour ce deuxième tour. Et voilà, donc ils déplorent fortement cette désunion de la gauche. Alors après ce deuxième tour, qu'est-ce qui va se passer maintenant ? Et là, on attend encore une nouvelle suspension de séance, cette fois-ci jusqu'à 21h15. Donc, plus d'une heure de suspension de séance à nouveau. Alors, on avait déjà eu beaucoup de suspensions de séance et cette fois, elles sont de plus en plus longues. Et là, plus d'une heure. À l'issue de cette suspension de séance, il y aura un troisième tour. Voilà, il y aura un troisième tour et le candidat, cette fois-ci, qui aura la majorité relative, sera élu. Et là, on connaîtra enfin le président de la métropole Grenoble-Alpes. Voilà. Et merci beaucoup Lina, merci Lilian. Pour connaître le nom du président de la métropole, vous pourrez suivre la suite de cette soirée sur le compte Facebook de Télé Grenoble. Je vous propose à présent d'écouter Olivier Six. Il est élu à Grenoble pour La République En Marche et lui, il a choisi de voter pour Christophe Ferrari. Il a expliqué pourquoi. Lilian Veillé. Présenter, c'était forcément faire un choix d'un des deux candidats. Nous, ce qu'on veut, c'est une métropole qui soit une métropole ouverte, avec une gouvernance ouverte où tous les groupes politiques soient représentés, où toutes les villes soient représentées. On ne peut pas accepter qu'une métropole soit l'exclusivité d'une frange d'extrême gauche, alors que plus de 60% de ses représentants ne sont pas d'extrême gauche. Donc on a voulu, en me retirant, j'ai voulu faire qu'on laisse le choix encore au conseil métropolitain de leur président. Alors que si ça n'avait été pas le cas, effectivement, Yann Mongaburu serait certainement en très forte avance à l'heure qu'il est. Et le nom du futur président de la métropole Grenoble-Alpes à retrouver sur le compte Facebook de Télé Grenoble dans la soirée qui ne sera pas terminée pour les conseillers métropolitains qui devront ensuite élire les vice-présidents et puis d'autres membres des délégations. Les mobilités, un sujet qui touche de près la métropole. L'un des grands chantiers, c'est bien sûr le réaménagement de l'A480. Les travaux avancent à grands pas au gré des fermetures et ouvertures de bretelles. Une étape qui devrait modifier le quotidien de pas mal de personnes qui se rendent sur Grenoble ou Cessiné. C'est la coupure du pont de Catane qui démarrera lundi et va durer 2 mois. Le temps de réaliser un énorme ouvrage d'art. La circulation sera maintenue pour les piétons, cyclistes et les bus qui viendront en relais du tram C depuis le prisme de Cessin. Ici, on se trouve au diffuseur de Catane. On a construit un nouveau pont qui n'est pas encore à sa place définitive. Pour pouvoir le placer à son emplacement définitif, le tram va être interrompu du 20 juillet au 18 septembre de cette année. Donc on a construit avant un pont qui n'est pas à sa place définitive. Et le 17 août, un appareil de levage va prendre les 2100 tonnes du pont que l'on a construit préalablement
pour le mettre à sa place définitive sous le tram C. C'est le seul endroit où les ouvrages existants n'étaient pas compatibles avec la troisième voie de l'autoroute. Donc c'est pour ça qu'il faut construire ce nouvel ouvrage. La métro va en profiter également pour refaire les joints, en particulier de l'ouvrage historique, qui seront faits sur la période du mois d'août. Seront coupés à la circulation le pont de Catane, sur lequel se passe le tram. Par contre, la circulation de l'autoroute, elle, ne sera pas interrompue. Des déviations seront évidemment mises en place sur la bretelle de Cessin via le cours de la Libération à Grenoble et de l'autre côté à Saint-Égrève en passant par Sassenage. Si vous prenez la route, levez le pied d'abord parce que c'est dangereux et ensuite parce que la préfecture prévoit de multiplier les contrôles. En cette période de vacances, la vigilance est accrue le week-end sur les réseaux secondaires. L'escadron départemental de la sécurité routière craint particulièrement les escapades sur les routes de montagne. Depuis janvier, 27 personnes sont décédées sur les routes du département. Pour la seule période du 10 au 15 juillet, le préfet a décidé la suspension de 36 permis de conduire. Le département perd un vice-président, Morestel, un ancien maire, Christian Rival, premier vice-président de l'Isère, en charge de l'équipement, de l'aménagement du territoire et de l'aide aux communes, est décédé la nuit dernière des suites d'une longue maladie. Il avait 69 ans. Une minute de silence a été observée ce vendredi matin lors de la commission permanente à l'hôtel du département. Siroter un verre de vin en terrasse au bord de Douro, ce sera possible depuis l'aéroport de Grenoble à partir du 3 août. La compagnie low-cost irlandaise Ryanair lance une ligne régulière vers Porto, au départ de Saint-Étienne de Saint-Joire. Toute l'année, 2 rotations par semaine permettront de relier le territoire portugais. Une arrivée qui marque la reprise de l'activité commerciale dans l'aéroport isérois. Ces dernières semaines ayant été consacrées au transport de soignants et matériel médical notamment. Pour redécoller du bon pied, le port du masque sera obligatoire à partir de 11 ans et des distributeurs de gel hydroalcoolique mis à disposition des passagers. L'histoire de l'auberge Napoléon s'enrichit encore. À côté de la place Grenette à Grenoble, le restaurant de la rue Montorge emploie depuis le mois de mars 8 travailleurs handicapés. Un restaurant racheté au mois d'octobre 2019 par l'ESAD Sage Ariste, l'association de recherche et d'insertion sociale des trisomiques, pour faire justement travailler des personnes en situation de handicap. Lilian Veillé. Une élégance feutrée dans un décor ancestral du Nouvel Empire. Pas de doute, nous sommes à l'auberge Napoléon. Un restaurant historique de la gastronomie locale qui se démarque encore depuis le mois de mars car la majorité de son personnel est composée de travailleurs handicapés. Les travailleurs en situation de handicap ont une vraie envie de pouvoir montrer de quoi ils sont capables. Et c'est vraiment très important pour changer le regard sur le handicap. Et des lieux comme ça sont essentiels. La restauration comme le service sont effectués par ces 8 travailleurs. 5 en cuisine, 3 en salle, ils sont formés par 2 encadrants. Et pour accueillir tout ce monde, il a fallu choisir un grand établissement. Il y a 2 ans, on a décidé qu'on allait se lancer. On a cherché un lieu où ils pouvaient montrer toute leur capacité par rapport à ce travail. Et nous avons atterri ici, à l'auberge Napoléon. Nous, si on a fait ce choix-là, c'est parce que déjà le lieu est beau. On s'y sent bien aussi. Quand on vient, on se sent un peu comme si on était chez nous. Et puis après, sur le plan pratique, c'était la cuisine, une grande cuisine, et ce qui est rare en ville, quoi, pour mettre une équipe nombreuse. Le service est ouvert seulement le midi pour respecter les contrats spécifiques à l'ESAT. L'établissement est service d'aide par le travail, mais les plats sont différents chaque jour. Et l'objectif du propriétaire, Ariste, l'association de recherche et d'insertion sociale des trisomiques, reste de faciliter l'insertion des travailleurs en situation de handicap. Chacun a sa tâche, donc il y en a qui sont plus pâtisserie, il y en a qui sont plus salés. Tous les postes sont adaptés aux personnes, à leurs capacités, et l'objectif c'est effectivement de les faire grandir aussi dans leur métier, puisque une des missions de l'ESAT, c'est aussi de les accompagner vers le milieu ordinaire. Donc on a cet objectif où il faut qu'on les fasse progresser pour qu'ils puissent intégrer plus tard, ou pas, un restaurant ordinaire. Les travailleurs ont eu une formation de 2 ans, mais seulement en interne. Et l'un des objectifs à terme serait donc de travailler avec des organismes de formation pour avoir un diplôme reconnu et adapté au handicap. Et pour ce projet, l'ESAT a reçu une aide de la région de près de 90 000 €. Cette dynamique s'inscrit dans le plan de la région Auvergne-Rhône-Alpes qui a débloqué plus de 7 millions d'euros pour soutenir une 60aine d'ESAT, les établissements et services d'aide par le travail. Dans notre série Rétro jour pour jour, on s'installe dans la montée de Champs-Rousse. Il y a 6 ans, la station de Beldonne s'apprêtait à accueillir le Tour de France après une longue absence. Olivier Escalon était allé à la rencontre des mordus de la Grande Boucle.
La dernière fois que Champs-Rousses a accueilli le Tour de France, c'était en 2001, pour un contre-la-montre. Après 13 ans d'attente, le voilà de retour. Vendredi, les coureurs devront parcourir près de 200 km entre Saint-Étienne et la station iséroise. Depuis plusieurs mois déjà, on se prépare à l'afflux de centaines de milliers de personnes. Quelques dizaines de camping-cars attendent déjà le Tour de pied ferme. Là, actuellement, on est à l'apéro, en attendant le Tour de France qui passe vendredi. Donc on profite du soleil qui est revenu sur Champs-Rousses depuis hier. Étant arrivé mercredi de la semaine dernière, ça fait une semaine, on a été bien arrosé. Ça a bien lavé le camping-car. Heureusement pour les spectateurs, le soleil est bien revenu. Au Recoin comme à Roche-Béranger, c'est le calme avant la tempête. Le gros des installations sera mis en place le matin de la course par ASO, l'organisateur du Tour de France, mais les équipes de la station sont déjà à pied d'œuvre. Ici, on dresse 1200 mètres carrés de chapiteaux pour abriter 450 à 500 journalistes venus du monde entier. Mehdi Kerbati est le directeur de l'office de tourisme de Champs-Rousses et l'un des coordinateurs du Tour. Alors en termes d'organisation, nous avons à prévoir toute la partie pour recevoir et accueillir bien entendu l'organisation du Tour et également tout ce qui est journalistes, télécommunications, accueil, parking, circulation. Donc c'est un peu toute cette logistique que nous mettons en place depuis quelques mois et qui s'accélère dans les jours actuels. La Grande Boucle est le 3e événement sportif du monde. Il est retransmis en direct dans 190 pays et chaque année, près de 12 millions de spectateurs se massent sur les bords des routes pour encourager les coureurs. Demain, tout le monde aura les yeux rivés sur ce petit bout de route à l'entrée de Roche-Béranger, qui marquera l'arrivée de l'étape. Déjà il fait beau, c'est une bonne chose. Donc en termes d'image déjà c'est très bon pour nous puisqu'on parle de Champs-Rousses depuis quelques semaines et ça va s'accentuer sur les 3 jours qui viennent. On s'attend à des bonnes retombées sur l'été, déjà pour montrer que Champs-Rousses est une destination estivale également. Et puis on aura également des retours sur l'hiver à venir et les hivers futurs. Sachant que notre souhait est vraiment de pouvoir montrer Champs-Rousses comme une destination cyclotouristique. Dans les Alpes pour faire du vélo, il n'y a pas que l'Alpe d'Huez, il y a aussi Champs-Rousses. Quelques milliards de spectateurs devraient bientôt s'en apercevoir. Le Tour 2020 ne passera ni par Champs-Rousses ni par l'Alpe d'Huez cette année, mais par Villard-de-Lans. Ce sera le 15 septembre. Et justement, à Villars, peut-être une idée de sortie pour les conseillers métropolitains et tous ceux qui ont besoin de mettre un peu d'humour dans leur vie. Le premier festival d'humour post-confinement aura lieu les 6 et 7 août en Isère. Ce sera le Villars Comedy Show qui se déroulera au cinéma Le Rex avec le premier soir un plateau humoristes régionaux et le second un plateau d'humoristes nationaux, parmi lesquels Cédric Chartier, Jérémy Crédville, vu et entendu à la radio, ou Julie Bigot. Les soirées animées par Mickaël Bièche et le groupe Osanasuna débuteront à 21h. Prochain JT dans 1 heure et en replay sur télégrenoble.net pour retrouver le nom du futur président de la métropole. N'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil sur notre site Facebook. L'info prend quelques semaines de repos, mais on vous attend en pleine forme à la rentrée. Toutes les équipes de Télégrenoble vous souhaitent de bonnes vacances. Profitez-en bien et à bientôt.